Bonjour à toutes, bonjour à tous. Quel bonheur de vous retrouver pour ce 42e épisode de votre podcast préféré, c'est Quand la pause. Oui, 42, ça commence à compter, c'est même plus que mon âge. Alors pour cet épisode, on a décidé de proposer un épisode un peu spécial, un épisode sur, tadam, l'intelligence artificielle. Rien que ça, quelle surprise, on n'en parle pas beaucoup pour le moment, donc on s'est dit, paf, on va en faire un épisode. Alors concrètement, cela signifie que nos 3 chroniques tourneront autour de l'intelligence artificielle. La première nous projettera dans le futur et fera le récit d'Anna, une employée qui développe ses compétences en 2034 grâce à l'IA. Imaginons ensemble, au travers de cette chronique projective, ce que cela peut donner. Ensuite, deuxième chronique, Nico nous invite à enfiler notre costume d'Indiana Jones, ou de Dory, selon les préférences, pour explorer la jungle de l'IA. Sacrée aventure à vivre. Et enfin, c'est Lio qui clôturera avec sa chronique qui aborde le scepticisme de l'IA dans la population. C'est un mot pas facile à dire, hein, Lio d'ailleurs, scepticisme, et à écrire non plus. Bref, 3 chroniques qui feront voyager dans le monde impitoyable et passionnant de l'intelligence artificielle en formation. Allez, c'est parti, il est maintenant temps d'accueillir ceux dont l'intelligence n'est pas artificielle, quoique. Pour le premier, son intelligence est plutôt obsidienne, passionnante et passionnée. Bonjour Lionel. Bah t'as déjà dévoilé ma reco. Salut Jérôme, salut Nico. Et le second, c'est une intelligence réflexive, innovante et très sportive pour le moment. Salut Nico. Salut Jérôme. Et salut. Non, Lio, oui, allez, saluons-le quand même. Comme d'habitude, on commence avec nos actus. Commençons par l'intelligence obsidienne passionnante et passionnée de Lionel pour son actu. Quel est ton actu, Lionel? Je suis en train de vivre pour le moment et pas de subir parce que c'est une chouette expérience, mais un parcours de formation sur le leadership. Et je trouve ça drôlement intéressant de se poser des questions un peu qui sont pas un savoir vraiment appréhendable, mais sur comment donner de la direction, comment mieux se connaître soi en la matière, comment mieux encadrer et accompagner vers la direction qu'on peut donner. Et c'est dans le cadre de la transformation en cours chez Sephora, dont on a déjà parlé, et pour adopter une vision commune, à la fois commune et à la fois propre à chacun. Et on est dans ce parcours, déjà on a eu un kick-off et ce sera 2 jours complets qui auront lieu dans les semaines à venir. Donc je ferai un petit retour de ça aussi, mais je trouve que la démarche est super positive et c'est bien que ce soit collectif aussi. C'est bien que ce soit synchrone. Enfin, je trouve, pour le moment, c'est carton plein, je trouve, et je réfléchirai à si ça aurait pu être autrement une fois que ce sera fini, mais voilà, donc je vis ce parcours-là et avec beaucoup d'intérêt et de curiosité parce que en matière de leadership, je sais pas vraiment me qualifier. Donc je sais pas vraiment quelles sont mes forces, mes besoins d'évolution ou d'alignement. Et curieux, quoi. Et quand tu dis démarche collective, est-ce que ça implique uniquement les managers ou ça veut dire que toute la boîte est impliquée pour que toute la boîte ait un meilleur leadership? Ça implique uniquement les managers. Et mélangé en 2 couches, si je puis dire. Il y a les directeurs et les managers qui sont ensemble pour définir leur propre vision du leadership et la vision à adopter pour l'entreprise, quoi. Ok. Cool. On suivra ça dans les prochains épisodes, hein. Tu nous partageras un peu ton expérience au fur et à mesure du trajet. Je serai transformé, vous allez voir. Oui, c'est ça. Tu vas devenir un vrai leader. Ça va changer, hein, l'ambiance va changer ici. Tu nous donneras la direction. C'est ma direction. Ok, Nico, de ton côté, actualité du moment? Actualité personnelle, actualité sportive, parce que j'ai récemment... je l'avais annoncé, hein. J'ai récemment terminé ma première course de 10 km. Parce que, comme vous le savez, j'ai arrêté de courir bêtement 14 km tous les jours à mon rythme pour suivre un plan d'entraînement pour les 20 km de Bruxelles en mai, le semi-marathon de Bruxelles en novembre et ensuite faire un marathon au championnat européen en avril 2025. Et la première phase de
toute cette route, cette longue route, c'était ma première course aux 10 km de Namur que j'ai couru tout juste en moins de 40 minutes. Et au-delà d'établir un chrono de référence, c'était une manière pour moi de découvrir la préparation, l'organisation et l'ambiance d'une course. Beaucoup d'apprentissage, je vous le partageais lors de cette première fois, comme la découverte de l'incompatibilité entre le fait de courir à vive allure, respirer et boire dans un gobelet. C'est impossible. C'est comme lécher son coude, on avait parlé dans un précédent épisode, c'est impossible. C'est une compétence en soi, hein. Voilà. Je pense que ça se travaille. Et donc, des enseignements qui sont pris pour les 20 km que nous allons courir tous les trois le 26 mai prochain. Et par ailleurs, de mon côté, je vais aller parfaire cette préparation dans les prochaines semaines à Montréal, histoire d'ajouter un peu de dénivelé à mes entraînements. Voilà. Eh ben, quel programme, hein. Quel programme, oui. quel programme. Et nos Et toi ambitions diffèrent. Hein. Vous avez quand même la performance en ambition, je le répète. Non. Si vous vous fixez des temps, moi j'ai accès aux coulisses. Hein. Je sais très bien ce qui se passe. Après, ça dépend ce que tu mets derrière performance. Moi, c'est plutôt dans une optique de faire les choses de mon mieux et sérieusement. De Voilà. la meilleure façon possible. Oui, ça. me donner les moyens de faire ça sérieusement. Et donc, t'appelles ça la performance si tu veux. Mais voilà, je suis On pas définira non la plus performance à l'occasion. guidé par ça non plus. Juste, voilà, essayer de faire les choses sérieusement. Pas plus que ça. Oui, Efficience, performance et rentabilité. On va définir tout ça, mais pas ici. c'est Nico, le but à travers pas un plan d'ambition, toi d'entraînement, hein. Ouais. Quoi? Je disais pas d'ambition, toi, si. Bah, des ambitions qui naissent au fur et à mesure parce que à la base, et Jérôme m'avait un peu prévenu, mais moi je voulais courir mes 10 km en dessous des 45 minutes et finalement je les ai courus en dessous des 40. Donc j'ai pas vraiment de référence. Donc si je mets des objectifs, mais dont je ne connais pas le degré de réalisme pour l'instant, donc je suis un peu mon plan d'entraînement et je me tiens aux allures qu'il me propose et voilà. Bon, bah, auditeurs, auditrices, puisque Nico ne s'engage pas devant vous, lancez-lui des défis. Hein. Et on est d'accord, Nico, quand tu disais découvrir l'ambiance de la course, c'est prendre une bière après, quoi. Ah non, moi je suis resté au sans alcool, mais j'étais effectivement étonné que... Oui, il y a la bière sans alcool, hein. Oui, mais à la fin de ce parcours de 10 km, chaque coureur et chaque coureuse avait droit à une chimée dorée. C'est pas forcément ce à quoi j'aspirais juste à la fin de la course, mais voilà, pourquoi pas. C'est plus facile à boire que dans un gobelet d'eau sur la course, peut-être, non? Ouais, effectivement. Bon, toi, ton actu, Jérôme. Ben moi, mon actu est plutôt privé, quoique il y a un lien professionnel aussi. Je reviens d'une semaine de vacances dans ce beau pays qu'est la Suisse. Désolé pour les Français. Non, la Suisse. Mais donc qui dit Suisse dit c'est un peu cher et il y a pas de roaming, hein. Donc le forfait de téléphone il coûte vachement cher. Donc je l'ai coupé passant la frontière et je me suis pris au jeu de me dire en fait je vais couper mon accès à Internet et me déconnecter pendant toute la semaine. Donc plus aucune notification, plus d'accès à mes mails, à mes WhatsApp. J'étais avec ma femme et mes enfants, hein, sinon je l'aurais pas fait évidemment. Mais et comme ça, je me dis je suis un peu coupé, l'impression d'être coupé du monde. Donc j'ai fait vraiment une semaine complètement déconnecté de mon téléphone. Et le bilan, c'est que je suis à la fois rassuré et inquiet. Rassuré dans le sens ça m'a pas manqué, je me suis pas dit à chercher mon téléphone dans mes poches ou il faut que je check machinalement mes notifications ou autre, j'ai besoin de mon téléphone pour regarder ça ou ça ou ça. Ça assez étonnamment ça m'a pas du tout manqué, mais ce qui était inquiétant c'est quand je l'ai repassé la frontière pour rentrer et que j'ai rallumé mes notifications, je me suis rendu compte du nombre en fait effectivement de notifications. Pour prendre un petit exemple, WhatsApp, j'ai rallumé, j'avais 486 notifications WhatsApp. Je me suis amusé à vite faire le calcul par rapport au nombre d'heures de vie, on va dire, pendant cette période-là. Donc en gros, ça fait un message WhatsApp toutes les 15 minutes sur la semaine, quoi. Et donc c'est là où c'est un peu inquiétant de dire en fait on est sollicité autant avec un message toutes les 15 minutes en moyenne, auquel on fait attention, on répond peut-être ou que ça arrive dans notre charge mentale ou autre. Donc ça a quand même ce petit côté inquiétant. Donc voilà. Mais expérience, si vous avez l'occasion de le faire une fois aussi, ça va soit vous rassurer, soit vous inquiéter, soit les deux un peu en même temps comme moi. Mais voilà, par rapport
En actualité de la semaine. Quand tu dis pas d'utilisation du téléphone ou bien du réseau, tu utilises quand même ton téléphone pour lire, pour des notes ou des trucs comme ça, ou vraiment de côté, quoi? Je l'ai utilisé pour des photos. Faire des photos, en fait. Mais uniquement pour ça. Donc, voilà, ça c'est vraiment limité à ça aussi. Donc, ouais. Sensation de bien-être? Ou bien juste de pas de nécessité? Tu te en sens fait, mieux vraiment sans, pas c'est pas mieux, mais pas de nécessité. En fait, je m'attendais à me dire, ouais, vite prendre mon téléphone pour checker ou quand j'ai 5 minutes ou pour lire les actus sportifs, ce qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai même pas eu le manque de me dire, en fait, je suis complètement déconnecté, je sais pas ce qui se passe. C'est pas du tout été un manque. Je dis pas que c'était un bien-être, mais très indifférent. Et ce qui était assez fou aussi, c'est que j'étais avec d'autres personnes, des amis, qui eux avaient leur connexion et donc qui eux étaient sur leur téléphone et autres. Et je me suis pas dit, en fait, eux ils regardent sur leur téléphone, moi aussi, j'aurais envie à ce moment-là et pas du tout quoi. Alors tu regardais la télé. Mais même pas, il y avait même pas la télé, donc c'était il y avait 2 enfants, enfin il y avait en tout 5 enfants, donc c'était assez d'occupation, mais voilà, c'est la première fois que je venais vraiment sans rien, donc pas de mail, pas d'actu, rien du tout quoi. Combien de temps pour après rattraper toutes ces dizaines voire centaines de messages? J'ai voulu. Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait table rase, t'as fait ton pipe, j'oublie, ou t'as répondu à tout? Mais après, c'est là qu'en fait qu'on se rend compte quand on répond pas tout de suite, les choses vivent d'elles-mêmes. On n'est pas obligé de répondre tout le temps non plus, hein. Et donc, effectivement, sur les 483 messages, il y en a peut-être 10 auxquels il y avait vraiment une réponse. Les autres, en fait, c'était des infos ou des choses à partager, mais au moment même, et donc qui une semaine après non plus demande plus de réaction non plus. Donc voilà, mais donc j'ai rallumé, j'ai découvert tout qui arrivait évidemment à les notifications, mais j'ai distillé un peu la gestion. On dit ok, regardez un peu vite les WhatsApp qui serait urgent, puis le lendemain seulement un peu les mails pro. J'ai attendu 2 jours parce que je recommençais le boulot 2 jours après, donc voilà, j'ai essayé d'un peu répartir, pas dire ok maintenant je me bloque 3 heures pour tout consommer ce que j'ai pas fait pendant une semaine. Donc désolé voilà, pour les 215 messages, Jérôme. Oui, c'est ça. Jérôme. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est Lio ou Jérôme, il faudrait que tu fasses ça pour le boulot ou il y a quelqu'un. Oui, c'est ça en fait. Non. Donc ce qui m'a vraiment le plus manqué à la limite, c'est j'ai loupé des infos, un peu les infos sportives, hein. Je suis assez fanat de toutes les actus sportives, de ce qui se passe. Et là, je me suis dit, ouais, pendant une semaine, j'ai un peu loupé ça. Au moment même, ça va pas manquer. C'est après, je me dis, un peu rattraper ce retard là, on va dire. Mais il y a pas mort d'homme, hein. Donc voilà. À tester. Une fois un peu à tester. Si l'envie vous en prend. Bon messieurs, il est maintenant temps d'entamer notre voyage en 3 étapes au cœur du beau monde de l'intelligence artificielle. Et je suis tout à fait galant avec vous puisque je vais commencer, hein. Et je vais vous emmener pour la première étape en faisant un peu un bond dans le temps, 10 ans plus tard, et imaginez l'IA en formation, qu'est-ce que ça donnerait? Chronique numéro 1. Plongée dans le monde de l'intelligence artificielle et de la formation en 2034. Dans l'aube lumineuse de ce jour de printemps d'avril 2034, Anna se prépare pour une journée de travail chez Love Cheese, une entreprise prospère du secteur du commerce international spécialisée dans les produits photographiques. Elle travaille tous les mardis et vendredis pour Love Cheese. Le lundi, elle est architecte d'intérieur et le mercredi, elle est puéricultrice dans une crèche de son quartier. Ces différents métiers l'obligent à développer ses compétences en permanence. Elle aime cela. L'apprentissage et le développement professionnel ont évolué, se fondant parfaitement dans la vie du quotidien. Et Anna s'en est parfaitement accommodée depuis la disparition des formations initiales proposées par les universités. Il est 7 heures du matin, le réveil sonne. Anna se réveille, elle file en direction de sa douche connectée qui règle la chaleur de l'eau en fonction de la température de son corps. Pratique. Pour ne pas perdre de temps, elle enfile par la même occasion son casque de réalité virtuelle waterproof. Grâce à une application d'apprentissage alimentée par l'intelligence artificielle, et consulte ses objectifs personnalisés pour la journée. Aujourd'hui, elle se concentrera sur la maîtrise de nouvelles techniques de vente et l'amélioration de son assertivité. Pendant son petit déjeuner, elle visionne 2 vidéos courtes et interactives créées par l'IA pendant la nuit pour résumer les actus des derniers produits photos de la semaine. Hyper utile pour rester au courant des innovations et des tendances. 8h17, sur le chemin du travail, sur son vélo autonome, Anna écoute un podcast recommandé par la plateforme qui discute des stratégies de développement de sa marque Travailleur.
Ces sessions d'apprentissage audio sont parfaitement intégrées à sa routine quotidienne, rendant le trajet non seulement agréable, mais aussi instructif. Surtout quand on cumule plusieurs jobs en même temps. Arrivée au bureau à 9h, après avoir salué Spot, le chien robot nettoyeur, Anna rejoint immédiatement une session de brainstorming virtuel avec son équipe. Ensemble, ils explorent des concepts innovants pour la mise en marché de nouveaux produits. Certains collègues habitent de l'autre côté du monde. Leur hologramme présente donc visuellement les idées, améliorant la collaboration et la créativité. Anna se réjouit de la mise en place récente de l'outil IA Tell.me. En reprenant et traduisant instantanément la voix de l'auteur, les 4 langues utilisées ne sont donc plus un problème pour Anna qui, par conséquent, ne doit même plus suivre des cours de langue quand elle travaille avec un nouveau collègue étranger. En fin de session, elle consulte son coach virtuel qui a vu et écouté la réunion. Il lui fait un compte-rendu de la réunion. Informations importantes, décisions prises, idées présentées dans un mind map, actions à entreprendre. Il finit même par un feedback personnalisé sur son assertivité et lui propose 2 formulations contextualisées pour mieux exprimer son désaccord qu'elle a eu avec Marco. À 11h, Anna participe à une séance guidée de pleine conscience organisée par Love Cheese. Ces pauses bien-être, intégrées au programme d'apprentissage, aident à maintenir l'équilibre mental et la productivité. Après la session, elle se sent revitalisée et prête à continuer sa journée. Il est 13h. Après la pause déjeuner, elle s'en va rejoindre une salle d'entraînement virtuelle. Non pas pour faire du sport, mais pour exercer son assertivité justement, son point faible qu'elle veut améliorer. Elle reprend les formulations proposées par son coach virtuel le matin même et les met directement en pratique via la même situation vécue avec Marco, proposée par l'outil. 14h, Anna travaille sur la création d'un Power BI pour faire son rapport de vente. Après cette session de travail, son coach virtuel, qui a analysé ses actions, lui propose 3 conseils pour améliorer ses compétences de l'outil. Il lui conseille de contacter Joséphine, de la compta, en cas de besoin, car elle maîtrise parfaitement cet outil. C'est le coach virtuel qui l'a repéré. Une espèce de Tinder des compétences pour mettre en relation des personnes qui souhaitent développer et partager leurs compétences. Plus tard, Anna consacre 1 heure à une session de mentorat, où elle discute de ses progrès et définit ses prochains objectifs d'apprentissage avec son mentor. Elle préfère cela au trajet de type Adaptive Learning proposé anciennement par les plateformes LMS. En fin de journée, vers 17h, Anna utilise son portfolio numérique pour réfléchir aux compétences qu'elle a développées et aux connaissances acquises. Elle planifie également ses activités d'apprentissage pour le lendemain avec l'aide de son chatbot virtuel qui lui suggère des ressources basées sur ses intérêts et ses besoins professionnels. Elle peut même valider des compétences via une évaluation en situation. De cette manière, elle évite au maximum de suivre une formation qui n'aurait aucun impact pour elle. Bon, allez, il est maintenant 22h, Anna va dormir. Elle éteint son vieil iPhone 22. Voilà, on a plongé 10 ans plus tard. Nico, Lio, vous y croyez à ce scénario-là? C'est un scénario très, alors déjà très très franglais. Je sais pas ce que Lio, en tant que romaniste, il verra dans ce Love Cheese Waterproof Brainstorming Mind Map Adaptive Learning. Voilà, juste pour la blague là-dessus. Est-ce que ce monde, est-ce qu'on va vers ce monde? Enfin, j'ai l'impression que tu as encore été soft. Peut-être on pourrait revenir sur certains détails, mais j'ai presque l'impression que dans une session d'idéation qu'on pourra avoir autour de l'IA et sur des projets qu'on pourrait essayer de commencer à faire avec l'IA aujourd'hui, il y a pas mal de choses que tu proposes déjà. Donc j'ai l'impression que pour moi t'as été soft dans les possibilités, dans ce qu'on pourrait faire. Par contre, je me pose la question, ce sera peut-être dans la discussion, c'est dans quelle mesure les personnes vont accepter ce monde-là. Et donc, dans ces innovations-là, lesquelles vont vraiment être appropriées par les personnes qui vont faire qu'elles vont perdurer alors que d'autres vont s'arrêter. Donc, voilà. Sur le plan technologique, je crois pas que ce soit si fou. Mais peut-être Lio va dire que... Ouais, bah je te rejoins sur le côté soft, mais je l'avais abordé d'une autre manière. Enfin, déjà, je trouve ça super amusant de se projeter, d'imaginer une vie future. Je trouve ça drôle de se basculer vu que... C'est du design fiction je mettrais peut-être une référence là-dessus, mais je sais pas si c'était écrit comme ça, mais le design fiction, c'est vraiment penser le futur à travers la fiction et à travers ça. Et donc, c'est un bel exercice de design fiction. C'est vrai que j'ai oublié de le souligner. Merci pour ça. Voilà. Avec plaisir.
Et ce côté soft, moi je le voyais un petit peu différemment, dans le sens que j'ai l'impression que tu nous parles de 2028, en fait. Tu vois, un truc qui est très proche et qu'en 2034, on sera encore vachement potentiellement plus loin ou autrement. Et ça me semble plausible, mais ça me semble pas souhaitable. Hein. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette journée? Qu'est-ce que c'est que ce bordel de journée hyper rentable? Parce que il y a pas de moment perdu. Donc tout est sur mesure, tout est millimétré, tout est hyper efficace. Ouais. Et Nico, ça devrait te plaire, non? Non. À la limite, enfin, je trouve que si on va vers des modèles, enfin là on va partir des modèles de société, mais dans un modèle comme la semaine de 4 jours, voire même de 3 jours, se dire qu'on est hyper efficace pendant 3 jours et puis on profite du reste de la semaine pendant 4 jours, sans travail, moi ça me va très bien comme modèle. Si vous avez remarqué au début, c'est une semaine de 4 jours. Hein. Donc, 4 jobs différents, quoi. Enfin... Ah ouais, mais après, j'ai essayé de faire aussi un mix entre, effectivement, la formation commence fort, mais l'évolution du monde du travail tel qu'il pourrait être fait. Hein. Et pour revenir sur la réflexion par rapport à la technologie, je pense qu'en fait, toutes les technologies ici que j'imagine existent déjà. Et donc c'est pour ça où je vous rejoins en disant c'est assez soft. Mais j'ai effectivement pris le parti. Alors c'est difficile de dire ce que ce sera dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est toujours ça qui est compliqué. Mais effectivement par rapport à l'adoption, hein, de dire la technologie, ok, est prête. Est-ce que nous maintenant on est prête à l'utiliser comme ça et que ce soit implémenté? C'est là où je me suis dit ça va peut-être aller moins vite que ce que la technologie évidemment peut permettre. Moi j'ai l'impression qu'on va basculer. Je sais pas si c'est une impression ou une impression ou un espoir, mais plus dans le monde que tu décrivais en actualité, c'est-à-dire vers beaucoup plus de déconnexion, en fait. J'ai l'impression que notre monde de demain, ce sera un monde avec beaucoup moins de tout ça. Par contre, ce que je regrette, c'est que en 2034, tu fais encore exister Microsoft à travers Power BI. Ça veut dire que ça a de l'avenir. C'est vrai, je sais pas. Non. Mais oui, moi je crois qu'il y aura des temps hyper connectés et des temps déconnectés en fait. Je pense que c'est plus ça aussi. Comme 4 jours qui doivent en concentrer hyper intense. Ouais. Là où j'ai l'impression que maintenant on est dans, allez, il y a on mêle un peu vie privée, vie professionnelle et tout est un peu mélangé. J'ai l'impression qu'on va aller avec cet avènement technologique vraiment scinder vraiment les deux, un peu du tout ou rien comme ça. Mais je peux me tromper. Hein, mais un point sur lequel je suis un peu moins d'accord avec le futur de ta chronique et qui me fait tiquer, presque qui me fait peur, c'est lorsque tu disais Anna s'en est parfaitement accommodée depuis la disparition des formations initiales proposées par les universités. Ça c'est juste pour notre public d'enseignement supérieur, non pas que. Mais ça me ferait peur qu'on aille vers ce modèle-là, qu'on se dise qu'on utilise la technologie pour remplacer les formations, pour remplacer les formateurs, pour remplacer les enseignants, parce qu'il y a quand même des logiques économiques. C'est un peu comme quand on voit les formations proposées par Google ou vraiment des formations offertes par des sociétés. En fait, il y a un modèle de société, il y a une philosophie derrière, et donc ça peut poser question si les universités disparaissent peut-être pour des dimensions d'esprit critique, peut-être dire de scepticisme. Mais deux petites réactions par rapport à ça, c'est effectivement intéressant et je l'ai mis d'abord, la première c'est que je l'ai mis un peu évidemment par provocation, hein, pour susciter un peu le débat, et j'y ai quand même mis les nuances en disant, j'ai pas dit que les universités étaient mortes, j'ai pas dit que les formations étaient mortes, j'ai dit les formations initiales proposées par les universités. Alors on peut évidemment l'interpréter et j'ai un peu joué là-dessus avec mon côté provoquant, mais c'était pour faire évoluer un peu et certaines peut-être tendances qu'on voit aussi maintenant, une diversité qui propose de plus en plus effectivement de formations continues également sous d'autres formats, hein, et les carrières très linéaires aussi, hein, où je vais suivre une formation initiale avec un bloc master ou de 5 ans et puis je rentre dans un métier, je fais le même métier. C'est ça aussi que je voulais un peu être provoqué et cassé, ou disant que ce sera beaucoup moins linéaire par rapport aux carrières et aux formations initiales. Et je trouve pourtant que c'est resté assez formel. C'est-à-dire que c'est les médias actuels de formation. T'as pas envisagé un truc, enfin comme quoi ça vient pas forcément à l'esprit et c'est peut-être tout à fait impensable d'avoir, je sais pas moi, de la formation maintenant pendant le sommeil ou
plus de moments de formation dans la journée. Non, ça, là, il a lieu de la meilleure manière pour que tu ne perdes pas ton temps, donc même sous la douche ou même en faisant autre chose, mais toujours un format vidéo, un feedback, tu vois, des choses un petit peu comme aujourd'hui. Et je me demande s'il y a pas un truc auquel on pense pas qui va avoir lieu. Je sais pas si c'est des puces dans nos bras, je sais pas si c'est des électros. Sûrement. Ouais. Peut-être déjà, enfin, tu t'en parlais pas de réalité augmentée enfin, t'as parlé de d'hologramme, ouais. Mais de réalité augmentée qui pourrait permettre de, face à un problème, avoir des pistes de solutions qui arrivent déjà et d'être formé par ça. Oui, il y a des choses qui sont possibles. On peut repenser le monde de la formation. Oui, je l'ai mis sur des salles de formation, enfin, ou les salles de réunion qui seraient des salles d'entraînement, là où tu viens justement réutiliser le feedback. Et là, j'ai pas précisé effectivement si c'est en format virtuel augmenté ou autre, mais là, on peut aussi voir plein de choses à ce niveau-là. Oui, mais je me suis effectivement pas trop avancé d'un point de vue technologique, mais plus me dire si tout ça, même dans 10 ans, c'est adopté en disant c'est comme ça que ça se passe, bah je me dis là il y aurait quand même une avancée qui sera peut-être pas du coup, qui sera moins technologique que morale peut-être, mais voilà. J'ai une question parce que je sais, pour connaître les coulisses de l'épisode, que tu as largement documenté un peu toute cette chronique, que tu as lu pas mal de choses. Et donc, par rapport à ce que tu as lu, est-ce que tu te définis aussi comme soft ou par rapport à tout ce qui est anticipation par rapport à l'IA, ou est-ce que ça s'en va tout ce que tu as pu lire? Mais parce que j'ai pas mal lu par rapport à l'anticipation de l'IA, et ça se reflète du coup peut-être justement par rapport à ce que vous avez vu dans ma chronique, que c'est très fort. Ok, ce qu'on fait maintenant, mais on a un peu mieux, quoi. Hein. Il n'y a pas vraiment de choses nouvelles où on se dit en fait ça existe pas encore, mais ça va arriver d'un point de vue technologique. Mais comme je disais, je me suis beaucoup, j'ai pas mal lu sur l'évolution du monde du travail, et donc le fait d'avoir du multi-job, semaine de 4 jours aussi, de privilégier l'upskilling plutôt que le recrutement, enfin tu vois tout ce genre de choses, en fait un peu le Tinder des compétences, cette tendance aussi dans le monde du travail qui arrivent petit à petit, ou en tout cas c'est comme ça que c'est vu également, un peu du skill on demand par rapport au job en fait, hein, c'est j'ai une compétence. Et donc par exemple quand je citais la marque travailleur, hein, j'ai lu ça effectivement dans un article, ça vient pas de moi directement, mais il disait en fait on travaille maintenant beaucoup sur la marque employeur, mais à l'avenir en fait on devra travailler sur la marque travailleur ou travailleuse, hein, bien évidemment. Et donc voilà, c'était la petite référence. Et donc c'est ces grands concepts là, enfin grand, c'est vision là en tout cas, que de par mes lectures, que j'ai essayé de mettre aussi là-dedans de cette manière-là. Et tu pourras nous raconter la vie de Marco la prochaine fois. Qu'est-ce qui le pousse à tout ça? On fera ça. Moi, point que je voulais souligner aussi, et j'espère que ça on verra l'avènement dans le futur, c'est le côté portfolio numérique, et vraiment de se dire que l'apprentissage, c'est un parcours où on accumule un ensemble de choses qu'on va montrer à un certain moment. Et je trouve que parmi les outils sous-estimés ou les approches sous-estimées dans la formation, le côté portfolio, c'est un peu une approche sous-estimée. Voilà. Ouais. Et ce que j'ai aussi entre les lignes, mais je vais peut-être revenir dessus aussi et profiter que tu parlais du portfolio numérique, parce que c'était un peu dans le même paragraphe aussi sur la fin, sur le fait que maintenant l'IA, et ça je l'ai lu quelques fois, va permettre de valider des compétences plus facilement qu'à travers en simulant, mais le plus objectivement possible et en situation réelle des compétences qu'à travers, pour caricaturer et d'aller peut-être 10 ans en arrière, quoique, un questionnaire. Je pose 10 questions, ça valide des compétences. Si t'as 80%, ces 10 questions-là. Et donc, ça permet de valider ces compétences-là, situation réelle, et de le faire avant aussi la formation. Et donc, ok, je valide ces compétences-là. Du coup, j'ai pas besoin de la formation. Ce qui est maintenant peut-être un peu compliqué, de dire, oui, c'est quand même limitant, un questionnaire de 10 questions, de dire qui maîtrise ces concepts-là. Donc, on va quand même suivre la formation. Ici, ça va permettre aussi, de faire l'assessment avant, pour voir si la formation a un intérêt ou pas, ou s'il y a déjà les compétences qui sont maîtrisées, quoi. Donc de pouvoir évaluer plus facilement des compétences en situation réelle. Ok. On en reparle en saison 12 de sécurité. On en reparle dans 10 ans, donc à travers nos hologrammes.
Très bien, merci messieurs. Il est temps de faire la deuxième étape et chronique de notre voyage à travers l'IA. Et donc pour celle-ci, on vous invite, chères auditrices et chers auditeurs, à prendre votre chapeau, vos bottines et votre boussole, et on part explorer la jungle de l'IA avec Nico. Chronique numéro 2. Adopter une posture d'exploration de l'intelligence artificielle. Une fois n'est pas coutume, je commence cette chronique par 2 citations. La première, les livres seront bientôt obsolètes dans les écoles, les élèves recevront un enseignement grâce à l'IA, notre système scolaire va complètement changer d'ici 10 ans, nos travaux montrent de façon concluante la valeur de l'IA pour rendre les connaissances scientifiques difficiles à comprendre dans les livres, clairs et simples pour les enfants. La seconde, l'intelligence artificielle est en train de rendre les gens complètement fous. Elle est un désastre pour les économies locales et détruit la morale des femmes. Alors, les garçons, je dois vous avouer quelque chose. La première date de 1913, ne traite pas de l'IA à l'époque, mais bien de l'audiovisuel et des espoirs que Thomas Edison voyait dans ce nouvel outil pédagogique. La seconde n'en est pas plus liée à l'IA. C'est un extrait de journal de 1890 ou 1890 à propos de l'apparition du vélo. Bref, à l'apparition de chaque innovation technologique, un scénario récurrent se répète, le clivage entre 2 camps, celui de l'engouement exacerbé et celui du rejet profond sans aucune forme de discussion. Et j'ai l'impression qu'à chaque innovation, la polarisation n'en est que plus forte. C'est d'ailleurs reparti avec l'IA. Certains indiquent qu'il faut prendre le train en marche car rien n'empêchera de remplacer les enseignants ou les formateurs par des robots, à l'exception d'une volonté de protéger leur emploi et de maintenir un contact humain dans les établissements scolaires ou les organismes de formation. Alors que d'autres cherchent toutes les innovations possibles pour contrer l'innovation. Règlement empêchant l'usage de l'IA, système d'IA pour repérer l'usage de l'IA ou plus simplement nier l'existence de l'intelligence artificielle. Je vous l'illustrer, cette polarisation du débat n'est pas neuve. Socrate lui-même s'était montré très ambivalent face à l'écriture. On en parlait avec Yann Oury dans l'épisode 19 consacré à ChatGPT. ChatGPT, ce pharmacone, à la fois remède et poison. En somme, le pharmacone de Socrate, c'est un avertissement contre la tendance à simplifier les questions complexes en les réduisant à des réponses binaires. Il rappelle que la connaissance et la vérité sont souvent ambivalentes et qu'il est important de réfléchir soigneusement aux implications de nos actions et de nos croyances. C'est pourquoi, à travers cette chronique, je vous propose de développer une posture d'exploratrice ou d'explorateur de l'intelligence artificielle dans le monde de la formation professionnelle. Du latin explorator, l'exploratrice est la personne qui qui découvre une région, un domaine géographique dans un but donné. Et c'est là tout le propos, découvrir avec un but donné pour comprendre les enjeux, entrevoir les limites et surtout dépasser le scepticisme réactionnaire comme l'optimisme béat. Pour développer cette posture d'exploratrice de l'IA dans le domaine de la formation, je vous propose 4 étapes, résumées dans un outil de réflexion co-conçu avec Olivia Lancel, qui avait d'ailleurs été invitée dans le podcast. Je vous présente cet outil de vive voix et vous le retrouverez en téléchargement dans la description de cet épisode. Étape 1, comprendre ou évaluer votre situation actuelle. Tout d'abord, l'idée c'est d'identifier un besoin, c'est-à-dire une situation dans votre processus d'ingénierie pédagogique, processus de formation, qui pourrait potentiellement être amélioré par l'intelligence artificielle. En d'autres termes, si tout fonctionne bien et qu'il n'y a pas de problème, ce n'est pas nécessaire de penser à des solutions et de penser à l'IA. Sinon, il est facile de tomber dans le syndrome de l'objet brillant, vouloir absolument tester tous les nouveaux outils sans avoir formulé de besoin. Étape 2, définir. Et cette définition, c'est formuler des pistes de résolution de la situation. Ces pistes seront les objectifs de votre recherche d'un outil d'intelligence artificielle. Cette étape, c'est, à mon sens, la plus amusante. Vous pouvez envisager n'importe quelle piste de solution et surtout les plus folles qui seront probablement les meilleures car c'est l'un des intérêts de l'IA, accomplir des actions complètement dingues qu'on n'imagine pas encore possibles. Étape 3, explorer pour découvrir les possibilités offertes par les outils d'intelligence artificielle. C'est le moment. Dans cette étape 3, vous partez en exploration de l'outil idéal. Et pour le sélectionner, quelques questions vous permettront de filtrer les belles promesses des outils que vous croiserez sur votre chemin. Est-ce que l'outil répond a priori à mes besoins ? Pourquoi ? Est-ce que je suis compétent ou compétente pour utiliser l'outil ? Existe-t-il des usages ou des résultats intéressants liés à l'utilisation de cet outil ? Ce ne sont que quelques questions, vous en retrouverez d'autres dans notre outil de réflexion.
Étape 4, analyser et tirer des conclusions de votre exploration. C'est la dernière étape. Testez le ou les outils d'intelligence artificielle par rapport à votre ou vos objectifs. Ensuite, faites-en un compte-rendu. Quel est l'outil qui répond le mieux à l'objectif formulé à l'étape 2 ? Cet outil de sélection, comme la réflexion qui la sous-tend, ne sont encore que très liminaires et provisoires. Et cette chronique ne se voulait en aucun cas moralisatrice. Le but est plutôt de commencer à réfléchir ensemble à une posture d'exploratrice ou d'explorateur qui permet de maximiser les bénéfices et limiter les risques de l'usage de l'IA en ayant des outils pour développer cette posture. Et ce n'est d'ailleurs que le début de l'histoire. Voilà pour cette chronique. Et j'enchaîne directement avec une question. Lio, Jérôme, est-ce que vous êtes plutôt optimiste et optimiste BA, réfractaire et dubitatif, ou plutôt explorateur ? C'est quoi votre posture actuelle, Jérôme ? Moi, je dirais plutôt explorateur, mais par rapport à la description que tu viens de donner et la méthodo, j'ai pas toujours spécialement un but donné, pour être honnête. Et donc, je vais un peu aller lire des choses, tester certains outils, mais sans objectif derrière, si ce n'est de comprendre un peu, de voir qu'est-ce qui est possible de faire, pour être tout à fait honnête. Hein. Curieux. Et des fois, voilà, c'est plus curiosité, explorateur, et puis dire, ok, si après j'arrive à faire des liens, dire, mais ça va m'aider parce que là, ça me posait un problème dans ma pratique ou l'améliorer. Avec, et là, je suis tout à fait honnête, le risque des fois de voir l'objet brillant, de dire, ah, mais ça, en fait, ça peut faire ça. Alors que peut-être j'en ai pas spécialement besoin. Donc il y a ce risque-là, mais en tout cas ma posture c'est celle-là. Alors ce n'est pas optimiste BA parce que je vais pas prendre tout comme ça. Au contraire, je dirais j'ai une phase exploratrice je suis curieux dans ce sens-là effectivement. Mais après j'ai plus une posture de méfiance, dire ouais ok mais ça a l'air génial comme ça, mais je dépasse vite l'effet waouh quoi moi. Et donc c'est là où je suis curieux, mais je suis très peu pris par l'effet waouh. Donc j'aurais plus tendance à laisser tomber alors que ça pourrait m'être utile que l'inverse. Faudra que tu nous partages ta grille de lecture pour tout ça, mais d'abord Lio. Ouais, moi je vais être assez honnête. Je crois que je suis plutôt du côté. On va imaginer plusieurs itérations. En première itération, je suis plutôt à commencer par la fin. Mais pas par l'analyse et l'évaluation, par l'étape 3. C'est-à-dire par « allez, on essaye ». Ouais, Donc c'est ça. D'abord, Ouais. on essaye. Ensuite, on se dit « tiens, à quoi je pourrais bien appliquer ça dans ce que je fais déjà ?» Donc c'est vraiment, je fais le chemin inverse. Finalement, j'en viens à artificiellement refaire quelque chose qui était déjà fait sans me poser la question de savoir si c'était nécessaire. Et puis seulement, quand les deux objets existent, je me dis « tiens, je compare et là j'analyse, je me dis tiens lequel fonctionne le mieux. » Donc je crois que je commence par un optimisme BA qui je suis en train de me dire est-ce que c'est bien cette attitude, etc. Mais non, mais c'est comme ça, c'est ça, c'est juste ça. Et qui te fait te plonger dans l'outil sans prendre de pincettes et peut-être te laisser séduire, utiliser et pour remettre en question qu'ensuite. Donc c'est le chemin inverse du chemin scientifique, je pense. Mais voilà. Donc ma première attitude, c'est plutôt ça. Et en deuxième instance, donc c'est la deuxième itération là pour une fois que ces technologies sont connues, là c'est sans doute avoir rentré dans cette démarche beaucoup plus structurée que tu décris ici et qui me semble tout à fait au bénéfice de ce qu'on est en mesure ou ce qu'on a comme projet de produire. Alors, il y a la démarche et il y a aussi, je voudrais pas que nos auditrices et auditeurs se disent, il faut absolument passer par toutes ces étapes. C'est normal et vous en étiez en quelque sorte les illustrations dans l'intégration d'une innovation numérique, notamment dans ces pratiques de formation, de passer par différentes étapes. Et je rappelle rapidement le modèle SAMR pour substitution, augmentation, modification, redéfinition. Si ce modèle peut être un peu controversé sur le plan scientifique, il offre un cadre où en fait, la technologie, on va d'abord l'utiliser comme un moyen de substitution, c'est-à-dire de faire ce qu'on faisait avant sans la technologie, on le fait maintenant avec la technologie. Ça nous permet d'être rassurés et de commencer à l'utiliser. Et ensuite seulement, on va aller vers de l'augmentation. La technologie apporte certains bénéfices et puis peu à peu, on va modifier ces pratiques. Donc, malgré ce que j'apporte dans cet outil, c'est normal quand même de passer par une étape où on va faire
certaines choses qu'on faisait avant avec l'outil numérique. Ici, avec l'intelligence artificielle, c'est pas un problème, mais c'est un processus normal. Pour préciser, ma démarche ou ma posture, en fait, ma curiosité, c'est pour comprendre un peu le champ des possibles. Et là où je dis que je dépassais l'effet wow, c'est parce que, ok, je teste par exemple, pour prendre un exemple très concret, je vais voir un outil IA qui permet de faire ça. Je vais faire, ok, il y a moyen de faire ça. Au moins, je sais que ça existe. C'est pour mieux le comprendre. C'est pas pour ça que je vais d'office directement l'utiliser. Et en fait, pourquoi? Moi, je prends plutôt cette démarche-là. Parce qu'à un moment où je veux être confronté à un problème, je dis, OK, mais à ce moment-là, j'ai ce problème-là et je sais que ça, c'est possible via cet outil-là. Hein. Et donc, c'est plus par cette curiosité, en fait, qui après passe par une méfiance en disant, ouais, mais en fait, c'est ce que j'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, soit je sais que ça existe pour après me dire, qu'est-ce qui est possible de faire en fait. C'est plus dans cette optique-là et cette posture-là que j'ai aussi. Et c'est pas foncé. C'est pour ça que je suis pas spécialement optimiste, mais c'est pour un peu moins me rendre compte de qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible. Ok. Et dans vos deux postures, il y a une dimension quand même importante d'inspiration, de rester informé, de faire de la veille et de après de plus ou moins soit utiliser pour tester, soit de garder sous le coude. Quelles sont pour vous les approches pour s'informer aujourd'hui des évolutions de l'IA, si on veut avoir un peu cette approche d'explorateur, exploratrice informé? C'est quoi vos approches d'info pour rester informé? J'avais une approche avant un peu boulimique et que j'ai pas conservée, mais c'est-à-dire s'abonner, je sais pas si ça existe encore, à 36 000 flux RSS et finalement avoir par jour, par heure, plein d'articles qui disent la même chose, chacun d'un petit point de vue différent ou qui l'ont testé un peu plus loin. Mais donc ça, c'était à la base, j'avais ça. Donc j'avais l'impression qu'être informé, c'était rassembler le maximum d'informations. Mais évidemment, elles n'étaient pas traitées, ces informations. Donc je voyais juste le nombre qui s'accumulait et j'en ai déjà parlé ici, le sentiment, l'accès à l'information compensait le fait de devoir s'informer. Donc ça n'allait pas. Ce que je fais plutôt maintenant, c'est, et je sais pas si c'est beaucoup mieux, c'est plus les canaux. D'une part, les canaux habituels, officiels, attendent que les médias en parlent, du type que ça sorte dans la presse, qu'on ne fasse que parler de ça, que ce soit trending sur YouTube ou quelque chose comme ça, ou alors attendre de chercher pour les usages précis que j'ai dans mon boulot. C'est-à-dire, ça me faciliterait bien la vie que ceci existe. Je sais pas, moi, qu'un outil de traduction, c'est un peu idiot ça, puisse en un clic traduire les mails ou ce genre de choses, ou vérifier certains aspects. Là, je vais chercher la technologie qui pourrait exister pour ça, en supposant qu'il existe bien quelque chose. Voilà, donc c'est un peu peu structuré, peu proactif et surtout pratique et pragmatique, quoi. Toi, Jérôme, l'approche d'information? Ouais, je suis pas hyper proactif non plus à la recherche absolument de ce qu'il y a, donc j'aurais plutôt tendance à quelque chose de passif, mais suivre aussi des personnes qui testent aussi certaines choses et qui partagent leur analyse. Je pense que ça c'est assez intéressant et pour faire le lien avec des épisodes, des discussions qu'on a déjà eues sur les salons, hein, où on sait qu'on est assez sceptique par rapport aux salons, mais en tout cas ça me permet quand même toujours de voir un peu ce qui existe et de nouveau pas tomber dans d'office je vais l'utiliser, mais voir un peu comment est-ce que c'est construit, quel type d'outils, de technologies, de concepts qui existent aussi. Donc c'est aussi un peu une manière d'être informé assez rapidement par rapport à ça. Mais je suis pas un boulimique de la veille en disant je vais effectivement prendre ma casquette, mes bottines et ma boussole et tous les matins je vais aller affronter la jungle de l'IA pour voir ce qu'il y a aussi. Je me dis je préfère me laisser effectivement un peu guider. Je me dis qu'à partir du moment où il y aura vraiment quelque chose d'intéressant, ça viendra aussi, mais je reste très alerte en tout cas, mais plus de manière neutre que très active. C'est un point vraiment important dans la réflexion et cet outil-là, dans l'étape 3, ce qu'on indique, c'est vraiment basez-vous sur des outils d'IA qui ont fait leurs preuves, où on a déjà des résultats du fait que ça fonctionne. Et dernière question pour vous, peut-être en 30 secondes chacun, c'est si vous êtes amené à tester un outil d'intelligence artificielle, vous faites comment? Est-ce que là vous avez une approche ou est-ce que c'est aussi très intuitif et
voilà, c'est quoi votre expérience de test avec des outils? Bah moi, si je vois un outil, je vais aller voir déjà s'il y a moyen d'avoir, d'aller vraiment le tester dedans, en fait, de rentrer dans les entrailles. Et donc ça m'arrive régulièrement de me créer un compte et vraiment aller voir dedans, tester s'il y a une version freemium. Je vais pas jamais payer. Si je vois déjà qu'il y a un outil qui est payant pour le tester, je le laisse tomber. Donc voilà, moi je dirais c'est vraiment rentrer dans l'outil en tant que tel pour voir son intuitivité, ce qu'il est capable de faire très rapidement aussi, parce que si je vois que l'outil est pas intuitif, en fait c'est compliqué de faire quelque chose, ça perd déjà un peu l'intérêt. Pour moi c'est déjà un point négatif. Mais donc c'est vraiment mettre les mains dedans, quoi, et la souris dedans. Et là, je te rejoins pas mal, en fait, de ce que tu disais précédemment aussi. Je crois que le principal, pour moi aussi, c'est de rester connecté à la technologie en sachant ce qu'il est possible de faire. Donc, c'est suffisant de savoir, tiens, on en est là au niveau du progrès, et ça, on devrait être capable de le faire. Donc, c'est pas pour ça que je vais l'essayer. Donc, c'est pas pour ça que je vais manipuler l'outil, mais j'ai besoin de savoir ce qu'il est capable de faire pour le jour où ce besoin émerge, pouvoir se dire, tiens, ça, je sais qu'on pourrait solutionner d'une manière ou l'autre, mais en tout cas, ça me paraît faisable. Donc, c'est aussi un petit peu comme toi, en allant, à la différence de toi, pas le tester vraiment de l'intérieur, c'est justement voir, ok, ça c'est possible, c'est bon, ça me suffit. Et le jour où j'aurai besoin de l'utiliser, là, je basculerai dedans. Et donc, compétence qui vous réunit finalement tous les deux, qui nous réunit tous les trois, c'est cette dimension de veille, c'est quand même de garder un œil pour ensuite évaluer. Je pense que c'est la dimension la plus importante, et effectivement pas se fermer ou pas juste voir les nouvelles choses et se plonger à corps perdu. L'idée, c'est de faire une veille critique. Merci pour tout ça, et on va passer à la troisième chronique qui va ajouter quelques grains de sel de scepticisme peut-être sur nos propres avis. Ben oui, donc dernière étape de ce périple intelligence artificielle en formation avec notre sceptique ou pas Lionel, qui va donc s'intéresser aux sceptiques de l'intelligence artificielle. Qui sont-ils vraiment? Chronique numéro 3. Scepticisme et intelligence artificielle. Ce qui rend l'intelligence artificielle difficilement comparable avec d'autres inventions ou découvertes majeures, c'est précisément son caractère a priori humain. Raisonnement, élocution, substitution, anticipation, et j'en passe. Salut Jean. Pourtant, il y en a eu des méfiances passées. Automobile, machine à vapeur, aviation, électricité. Mais elles relèvent de l'incompréhension et donc se soignent par un peu de didactique par-ci par-là. Puis il y a eu les vaccins et la peur de l'incontrôlabilité de l'effet secondaire. L'intelligence artificielle, c'est tout cela. Une boîte noire capable de bouleverser l'ordre du monde dans une mesure difficilement appréhendable. Et dans ce cas, le scepticisme n'est-elle pas l'attitude la plus citoyenne et responsable à avoir? La plus scientifique même? Qui sont les sceptiques? Et d'abord, c'est quoi le scepticisme? Originellement, c'est la doctrine des Pyrrhoniens. Pyrrhon, 4e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, selon lesquels, ces Pyrrhoniens, l'homme ne pouvant atteindre la connaissance de la vérité, il est nécessaire de pratiquer en toute chose la suspension du jugement et d'ériger le doute en système. D'ailleurs, le mot grec skeptikos, et non, ce n'est pas un nom de yaourt, signifie qui examine. Et dans le langage courant, c'est une forme de défiance envers les opinions et les valeurs reçues. Si l'on regarde la situation aujourd'hui de manière globale, on retrouve du scepticisme dans 5 catégories de la population. Tout d'abord, chez les experts en technologie et les chercheurs eux-mêmes. Certains des sceptiques les plus en vue viennent du monde même de la technologie et de la recherche dans le domaine. Ils s'inquiètent des implications éthiques, des risques potentiels de l'autonomie des machines et du manque de réglementation adéquate. Ils mettent souvent l'accent sur les dangers à long terme, tels que le risque d'une superintelligence incontrôlable. Deuxième catégorie, les professionnels et les travailleurs. Et je pense ici en particulier aux individus dans des secteurs susceptibles d'être automatisés ou transformés par l'intelligence artificielle. Ou en tout cas, préoccupés par la sécurité de leur emploi et l'impact sur leur profession. Ils craignent que l'intelligence artificielle ne remplace les emplois humains, entraînant une perte d'emploi et une augmentation de l'inégalité économique.
Troisième catégorie, les défenseurs de la vie privée et des droits numériques. Et cette catégorie inclut ceux qui sont préoccupés par l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la surveillance, par exemple, la collecte de données, le profilage, ce qui pourrait menacer la vie privée et les libertés civiles. Quatrième catégorie, philosophes et penseurs de l'éthique qui s'interrogent sur les implications morales et philosophiques de l'intelligence artificielle, y compris les biais inhérents dans les algorithmes et comment ils peuvent perpétuer ou aggraver des inégalités sociales déjà existantes. Et enfin, le grand public. Ce grand public peut être sceptique en raison d'une compréhension limitée de l'intelligence artificielle, alimentée par des représentations souvent dramatisées dans les médias ou dans la culture populaire. Leurs préoccupations peuvent inclure une peur diffuse de l'inconnu, des craintes concernant la surveillance et le contrôle, donc des éléments qu'on voyait déjà précédemment. Vous allez me dire, t'es bien sympa, Lio, mais quid du domaine de la formation ? Dois-je alors vous rappeler, et d'ailleurs, m'entendez-vous, Jérôme, Nico, du haut de votre tour d'ivoire, que les personnes impliquées dans le monde de la formation sont issues de la société, donc incluses dans les catégories précédentes, le grand public, les chercheurs, les penseurs, les philosophes peut-être. Et si je m'attarde pour l'instant sur les concepteurs, un instant sur les concepteurs pédagogiques, bien sûr que certains craignent pour leur emploi, soit de ne pas savoir utiliser les nouveaux outils à disposition, soit de ne pas pouvoir suffisamment s'en démarquer. Bien sûr que certains craignent pour la fiabilité des informations mises à disposition, tant pour eux-mêmes que pour leurs apprenants. Bien sûr que certains se posent la question de la propriété intellectuelle, et bien sûr que certains s'interrogent sur les bénéfices et les limites. Et pour conclure, je voudrais revenir sur quelques paroles de sceptiques. Qui a dit, j'ouvre les guillemets et je traduis, « Une fois que les hommes auront développé l'intelligence artificielle, celle-ci décollera seule et se redéfinira de plus en plus vite. Les humains, limités par une lente évolution biologique, ne pourront pas rivaliser et seront dépassés. » Marine Le Pen ou Stephen Hawking ? Stephen Hawking. Et celle-ci. Nous devons être super prudents avec l'intelligence artificielle. Elle est potentiellement plus dangereuse que les armes nucléaires. C'est qui ça ? Elon Musk ou Donald Trump ? C'est le premier des deux. Le premier, dont j'ai cité les mots précédemment, quelques années plus tard dira « L'IA pourrait être le plus important événement de l'histoire de notre civilisation. » Sacré revirement. Et quand le deuxième, lui, investira des milliards pour son développement. Alors doit-on s'inquiéter de ces puissants sceptiques du premier jour qui ont finalement investi une confiance énorme et quasi tous leurs moyens dans le développement de l'intelligence artificielle ? Je laisse la question ouverte. Alors je vais peut-être prendre la réponse à cette question ouverte. Pas la fermer, je la laisse ouverte. Vas-y Nico. Mais dans les réponses, et je pense qu'on pourra revenir sur le monde de la formation par la suite, mais il y a eu beaucoup de revirements de situations, de personnes qui n'étaient pas sceptiques, qui le sont devenues. Je pense j'ai été rechercher son nom, Justin Rosenstein. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Justin Rosenstein, c'est l'inventeur et l'ingénieur de chez Facebook qui a inventé le bouton like et qui, au final, lui commençait à devenir sceptique par la suite suite au désastre des réseaux sociaux. Je pense aussi que derrière des dimensions de scepticisme dont tu parles, notamment chez Elon Musk, il peut y avoir des aspects liés à l'économie de tout ça, au fait de se positionner. Il y a des annonces où je remarque que je suis en retard, donc je vais dire que je suis contre ou quoi, le temps que je développe un peu de mon côté, etc. Et puis à côté de ça, il y a aussi une volonté d'avoir plus de cadres, etc. Donc, je pense que le fait que les gens changent d'avis, c'est pas si problématique. Après, il faut comprendre les avis qui peuvent être derrière et pourquoi on passe d'un camp de sceptiques à investisseurs ou acteurs importants de cette intelligence artificielle. C'est peut-être ça aussi qui est à creuser. Oui, je pense qu'il y a des intérêts des fois aussi personnels, qui sont autres que philanthropiques ou l'intelligence ou la technologie en tant que telle, des intérêts économiques, business aussi, de se positionner
pour ou contre, ou des réactions aussi des fois très émotionnelles, hein, dans les différentes catégories que tu citais, Lio, il y a des gens qui ont peur pour leur emploi, et donc une réaction émotionnelle est de non, on rejette la chose aussi, et donc on la critique ouvertement, et puis voilà, et aussi des fois par l'inconnu, hein, et je pense que l'intelligence artificielle est un des meilleurs exemples où ça arrivait, et au début il y a beaucoup de rejets parce que soit on ne comprenait pas, soit on savait pas exactement ce que ça allait impliquer, donc on ignore un peu, on est dans le déni, et puis quand on se rend compte que c'est partout, on change un peu d'avis en disant en fait on peut plus le nier non plus, donc voilà, d'où voilà l'intérêt maintenant d'utiliser, de former aussi à l'IA, hein, où avant on était complètement dans le déni. Et maintenant, on a, en fait, il faut former à l'IA parce que de toute façon, on va pas y échapper, donc autant y aller et autant le comprendre. Donc, c'est ce qui amène aussi des fois des revirements de position. Mais donc, l'enjeu pour moi, l'IA à former, et dans la définition de scepticisme aussi, hein, sur l'aspect, l'esprit critique et tout ça, je pense que c'est des choses qui doivent être, on doit être formé à ça aussi. C'est ça un peu la. Vas-y, Nico. Ouais, non, mais je voulais te rejoindre à 200%. Enfin, c'est une pensée peut-être un peu béate de ma part, c'est de me dire que les gens ne sont pas mauvais en soi, et qu'il y a deux compétences ou deux choses qui peuvent un peu réduire, enfin ou annihiler tous les problèmes dans le monde. C'est la communication et la formation. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Que ce soit presque lié au racisme, lié parfois aux guerres, ou ici par l'intelligence artificielle, qui sont liés à un manque soit d'information, et les gens en ont peur n'étant pas assez informés, voire formés, soit à un manque de bonne communication sur les tenants et aboutissants. Et donc effectivement, une formation à l'IA, les compétences numériques, ça me semble essentiel de ce point de vue-là pour amener cette conduite du changement. Formation à l'IA, aux compétences numériques, et aussi, comme tu le disais, Jérôme, à une attitude critique vis-à-vis de cette démarche-là. Et ce que je voudrais opposer un petit peu au scepticisme, ça rejoint ce que tu disais, Nico, dans ta chronique, avec cet optimisme béat, je crois. Et je crois que ce serait la confiance aveugle. C'est-à-dire, souvent, ce qu'on entend aussi, mais là, on va revenir dans le domaine de la formation, mais c'est... dans un instant, c'est ce côté de toute façon, grâce à l'intelligence artificielle, on pourra solutionner tous les problèmes actuels, et le problème climatique par exemple, ne nous inquiétons pas, donnons encore le coup quelques années parce qu'on trouverait une solution technologique, notamment faite de l'IA ou générée par l'IA et ça c'est problématique. C'est ne pas adopter une attitude sceptique et ne pas assumer, ne pas la développer, ne pas former à cette attitude sceptique peut nous conduire à une position extrême. Pour autant, est-ce que, tant qu'on n'a pas un avis tranché, est-ce qu'on doit éviter d'essayer, éviter de s'autoriser? Et là, ça rejoint un petit peu l'attitude de l'explorateur, c'est non, même si on ne sait pas trop, en fait, il faut quand même essayer pour se faire un avis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si on ne sait pas, soit on reste complètement en disant, très très passif, mais alors on ne sera jamais vraiment, soit on dit en fait je vais effectivement explorer, m'y intéresser pour mieux comprendre et me faire mon propre avis aussi, même si des fois il n'y a pas de se forger un avis en tant que tel. Enfin, si je prends l'IA, voilà, je vais peut-être aller très loin, enfin non, pas aller très loin, mais avoir un avis sur le fait que j'ai un avis. Mais l'IA, on n'est pas spécialement pour ou contre, en fait. Elle est là, et donc c'est voir comment est-ce qu'on arrive à se l'approprier. Là où il y a peut-être 2 ans, on aurait pu encore dire non, moi je suis contre, je mets pas les pieds dedans. Et maintenant, quelqu'un qui dit non, l'IA, ça n'existe pas, moi je veux pas le faire, c'est quand même un peu difficile à accepter maintenant, j'ai l'impression. Après, il y a bien, et comme pour reprendre ton exemple aussi, il y a bien des gens qui sont climato-sceptiques et qui disent rien ne se passe, et ils sont dans le déni à ce niveau-là aussi. Hein. Donc, oui. Et pour me faire l'avocat du diable, tu parlais de déconnexion et donc du fait de limiter le numérique. Alors c'est pas l'IA, mais c'est aussi un moment se dire on peut avoir une posture où ça fait du bien de le rejeter complètement et de prendre un peu de temps sans. Ouais, mais de manière temporaire aussi, tu vois. Je vais pas me dire je rejette le numérique et je déconnecte mon téléphone et je fais plus jamais rien, mais de manière temporaire. Et donc ça, c'est aussi pouvoir se dire, ok, je comprends qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai envie, comment ça fonctionne, tu vois, et de pouvoir trouver son équilibre à ce niveau-là. C'est plus comme ça que moi je le voyais. Pour revenir à l'école et à une actualité
passé déjà depuis 1 an ou 2, je pense. Ça datait de la sortie de ChatGPT et tu l'as rappelé tout à l'heure, je pense, Nico. C'est l'interdiction par certaines écoles. Donc ce réflexe rapide de dire non, pas de ça chez nous. Finalement, c'est tout à fait critiquable. C'est pas au bénéfice de l'enseignement, ça. Si je nous entends, enfin, on a l'air de se rejoindre plutôt sur cette attitude de sceptique à développer et à adopter pour soi-même et à développer chez l'autre. Mais donc, surtout, ne pas mettre ça de côté ou alors attendre qu'on sache mieux pour pouvoir former dessus. Donc, quoi faire avec ça? Pour moi, là, c'est par rapport à la définition du scepticisme que tu as donnée, c'est plus ça, parce que il y a une petite connotation plutôt négative dans le terme sceptique, limite réfractaire et résistant en fait. Mais si on prend vraiment la définition telle que tu l'as expliqué, scepticisme, c'est faire preuve d'esprit critique aussi. Et ne pas... et regardons-le. Voilà, et donc dans ce niveau-là, je pense que c'est assez sain d'être sceptique par rapport à la technologie, sans être dans la résistance ou dans l'optimisme béat, pour reprendre ces termes-là aussi. Donc voilà, et effectivement, des écoles qui ont envie de rejeter ça aussi, je pense qu'il y a une réaction émotionnelle de perte de contrôle aussi là-dedans. Et voilà, je pense que maintenant qu'on connaît un peu mieux, parce qu'on n'a pas eu le choix, ou qu'on a eu un peu plus de temps, ou qu'on a passé ce côté émotionnel aussi, il y a des réactions, et qu'on a fait preuve du coup pu prendre sa casquette d'esprit critique et de scepticisme, on peut aller un peu plus, être plus nuancé dans le propos. Et donc, malgré tout, non, vas-y, Léo. Je disais malgré tout avec des alertes du type il faut qu'on mette un moratoire de 6 mois, il faut qu'on régule ce genre de choses-là. Donc, malgré tout, on peut toujours craindre qu'on perde le contrôle là-dessus, quoi. Ouais, en même temps, c'est en l'intégrant et en questionnant l'objet. Si je reprends un peu l'image de l'école, si on laisse l'IA en dehors de l'école ou même de la salle de formation, si on laisse l'IA en dehors de la salle de formation, en fait, on va pas questionner l'objet et donc on va en faire quelque chose qui n'existe pas. Alors que la posture, même si on n'a pas encore toutes les compétences, c'est plutôt de le faire rentrer dans l'école ou dans la salle de formation, de l'observer et de l'observer avec les apprenants, les participants, de réfléchir ensemble à l'usage. Et donc c'est là, le scepticisme, c'est intégrer l'intelligence artificielle à des fins de questionnement, d'esprit critique, comme tu le disais, et pas juste d'avoir une approche pessimiste ou réfractaire qui là est la posture de rejet. Donc il faut former les formateurs à pouvoir former à l'esprit critique. Oui, c'est là où j'ai quand même l'impression que parfois on se dit oui mais je maîtrise pas l'intelligence artificielle, voire même parfois je ne maîtrise pas le numérique. En fait on peut se baser sur des compétences assez anciennes d'esprit critique, de questionnement de l'information et des compétences génériques qu'on remobilise sur ces nouveaux outils qui permettent d'améliorer ou de faire évoluer ces compétences là, adapter à un nouveau contexte. Donc il faut pas forcément une formation, voilà, c'est un peu mon avis sur et pour moi il faut pas être expert dans quelque chose pour pouvoir s'y pencher. On a toujours un peu le syndrome aussi de l'imposteur, je sais pas si on peut aller jusque là, mais de se dire mais je maîtrise pas, je suis pas expert donc je peux pas me prononcer. Oui, mais entre je connais rien du tout et je suis complètement débutant et je suis expert, il y a une marge quand même dans laquelle on peut progresser aussi, donc je pense que c'est ça aussi. Merci à tous les deux pour la réflexion. Très bien, nous voici arrivés au bout de notre périple, au bout de ce voyage auditif à travers l'IA en formation. Il est au temps maintenant, comme d'habitude, de passer à nos fameuses recommandations. Lionel, Lio, on va commencer par Lio. J'hésitais Lio, okay. Nico. On va commencer par le pire. Et donc Lionel, quelle recommandation fais-tu à nos auditrices et à nos auditeurs pour cet épisode? Je vais vous rendre service, donc pas besoin de me remercier. Je sais que je vais vous faire gagner du temps, mais je vais vous proposer un outil de gestion de tâches qui... Si vous vous souvenez, il y a longtemps, je vous ai parlé de Superlist. Entre-temps, j'ai testé... il y a longtemps, il y a 2 épisodes ou un... Oui, mais ils sont fort espacés. Entre-temps, j'ai testé Te2,
qui est, vous irez voir, mais c'est une approche assez particulière, un peu papier de la liste de tâches, mais du coup pas trop pratique. Et donc maintenant, je vais vous parler de celui qui a détrôné Superlist et puis Te2, et donc Todoist, etc., qui est TickTick. TICK, TICK. Je pense Ils qu'il sont est quand même suffisamment hyper connu. originaux chaque fois dans les choix oui. des noms et des termes, et c'est quand même fantastique. Et je pense qu'il se rapproche pas mal de Todoist, mais que ça fait du bien d'avoir un petit peu une autre interface et une autre approche. Donc, pour le moment, j'ai souscrit. Ça se connecte à ce que je souhaite. C'est suffisamment flexible au niveau des affichages. Ça permet de gérer des matrices décisionnelles aussi au niveau de ces tâches. La matrice Eisenhower, par exemple, pour prioriser. Ça permet de gérer ses habitudes. Donc c'est aussi un habit tracker. Et tout ça très discrètement. C'est-à-dire que si on n'en a pas besoin, en fait, ça surgit pas et c'est pas de l'interférence par rapport à la bête gestion de tâches avec répartie en liste et en tag. Et voilà, pour premier usage, assez convaincu et donc j'adopte. Et tu adoptes depuis combien de temps? Bon, ça fait presque une semaine. Ok. Et tu dis que tu as souscrit, il y a quand même un plan gratuit, je pense, non? J'ai essayé 2-3 jours et c'était hier, j'ai souscrit au plan premium. On mettra, enfin, pour dévoiler à nouveau les coulisses à nos auditeurs auditrices, on a souvent 10 jours entre l'enregistrement de l'épisode et enfin, il y a le montage et la publication. On mettra à jour dans la description qui elle sera faite au dernier moment l'outil que finalement Lionel a choisi pour suivre TickTick et qui sera donc un nouvel outil. Top. Ça sera en Et description. oui, ouais. Et pour rappel aussi, hein, tout sera en description, aussi bien nos recos que tout ce dont on a mentionné comme modèle, référence, ressources pendant l'épisode jusqu'ici. Et puisqu'on n'a pas le temps, j'aimerais juste ajouter que je gère aussi, d'une certaine manière, mais on en parlera plus longuement ailleurs, les tâches dans Obsidian MAM, qui me permet de placer ce mot-là faisait longtemps à la fin qu'on de a- l'épisode oui, voilà. aussi, et pas juste en début. J'allais dire, ça fait longtemps qu'on Allez, je n'avait passe la plus, main. qu'on n'avait plus entendu parler. Mais je vais prendre la main et comme ça on gardera le meilleur pour la fin, hein, Nicolas. Sur ma reco, et tu parlais de Habit Tracker. C'est une reco, c'est la newsletter en fait de James Clear. James Clear, je pense qu'on l'avait déjà fait dans une des recos pour son bouquin Atomic Habits, ou Un rien peut tout changer en français. Très très bon bouquin, hein, d'ailleurs. Si vous avez l'occasion de le lire sur comment en créer une habitude, en disant que c'est pas un manque de volonté, mais c'est un manque de systématique, de structure, en tout cas, de comment est-ce qu'on construit une habitude. Et donc, il a une newsletter que je suis maintenant, pas depuis une semaine, mais depuis pour quasi 2 ans maintenant, qui s'appelle donc 3-2-1, hein, et c'est tous les jeudis. Pourquoi 3-2-1? Parce que c'est très simple. Il donne 3 idées qui viennent de lui, 2 quotes, 2 citations d'autres, et une question qui nous incite, voilà, à la réflexion et à l'habitude aussi. Donc c'est un format très court, très simple, que moi j'aime bien. Donc voilà, je vous recommande cette newsletter là. Et par contre, ce que je ne vous recommande pas, même si je vous la mentionne, c'est son app, parce qu'il a lancé une app qui s'appelle Atoms, pour justement aussi, qui est un habit tracker, qui est très bien foutu, qui est très sexy, qui a de la gueule, comme on dit chez nous. Mais finalement, il y a d'autres outils qui le font bien aussi, et c'est surtout que ça coûte $130, ou 130 €, je crois, par an. Donc, je trouve ça un peu chéros quand même aussi pour une application Habit Tracker. Donc, je pense qu'il joue beaucoup sur son nom. Donc, si vous devez choisir, choisissez plutôt sa newsletter et un peu moins son app. Voilà pour ma part. Et donc, comme on disait, Nico, ta reco pour la fin. Alors, ma recommandation du jour, c'est un ouvrage qui vient de sortir aux éditions Épistémé. Un ouvrage qui s'appelle Prototyper pour renforcer l'expérience d'apprentissage d'Hervé Barras et de Lina Forest. À la première lecture, et probablement trop hâtive cette première lecture de la 4e de couverture, j'ai directement plongé dans l'ouvrage avec une
forme de compréhension erronée de l'ouvrage. En lisant, le livre propose 10 exemples concrets de situations de prototypage mises en place dans des formations allant de la médecine vétérinaire à l'économie d'entreprise en passant par l'innovation en ingénierie. J'ai été biaisé par mes propres pratiques de prototypage. Je m'attendais à découvrir 10 cas de cours dans l'enseignement supérieur qui avaient été améliorés grâce à des techniques de prototypage, car c'est un peu ce que je fais au quotidien. Et finalement, pas du tout. Ici, le prototypage est un outil d'apprentissage, un outil pédagogique et un outil d'apprentissage. Il est l'objet de ces cours qui sont dont le livre fait le retour d'expérience et des cours dans lesquels le prototypage permet aux étudiants et étudiantes de créer des productions concrètes. Et comme le montrent les auteurs, le recours à ce prototypage constitue une expérience d'apprentissage riche et complète pour la réussite et l'autonomie des étudiants. Cependant, les enseignants ou les formateurs se trouvent parfois démunis face à des difficultés d'accompagnement que ces techniques de prototypage mises en place dans les cours peuvent susciter. Et c'est là où l'ouvrage peut leur venir en aide à travers ces 10 cas. Les formateurs, formatrices, les enseignants et enseignantes découvriront des méthodes, des outils et des conseils pour intégrer cette approche de prototypage dans leur formation. Donc, même si le prototypage n'est pas ici utilisé pour améliorer et concevoir des formations, il est utilisé comme outil pédagogique et outil d'apprentissage. Je vous recommande la lecture de cet ouvrage. D'autant plus que si je vois bien de quoi il s'agit, on peut y avoir accès en open access. Hein. Oui, je l'avais indiqué et je l'oublie. Effectivement, il coûte 35 francs suisses parce que c'est une maison d'édition suisse. Mais à côté de ça, il est disponible en open access, donc vous pouvez le télécharger gratuitement. Et c'est ce qui a fait que en voyant le titre, j'ai commencé à lire le PDF. Et puis j'ai remarqué mon erreur, mais oui, accessible gratuitement en PDF. Et pour ceux qui se posent la question, je peux vous dire que le 1 franc suisse vaut plus ou moins 1 euro pour le moment. Donc pour faire la conversion, 25 francs suisses, ça fera 25 euros. Et 0 francs suisse, ça fait toujours 0 euros. Par contre, ça ne change rien pour l'open access. Et en dollars? Pareil. Pour le rouble, je ne sais pas. Pour le moment, c'est un peu... Bref. Il est maintenant temps, chères auditrices et auditeurs, d'identifier 2 personnes dont l'intelligence n'a rien d'artificiel, mais plutôt dont l'artifice est l'intelligence. Bon, si vous avez rien compris à ce que je viens de dire, faites justement écouter cet épisode par ces 2 personnes identifiées pour qu'elles vous l'expliquent. Et si vous n'avez toujours rien compris, vous pouvez écouter les 41 autres épisodes précédents, et spécialement l'épisode 19, qui était la formation sans ChatGPT, d'il y a plus d'1 an, donc ce serait intéressant de réécouter et de voir l'évolution. Mais donc pour le reste, abonnez-vous ou mettez-nous des étoiles sur Spotify, Apple Podcast et autres plateformes d'écoute. Ça vous prend que quelques secondes, et nous, ça nous donne la motivation, la banane et le sourire pour des heures entières. Donc voilà. Nico, Lio, merci à vous pour ce chouette épisode d'intelligence artificielle. Avec plaisir. Et à très vite pour le 43e. À très bientôt. Salut. Allez, à bientôt. très bientôt. Salut tout le monde. Si vous aimez le podcast, dites-le à vos amis.